Il y a pas mal de gens qui me disaient non mais tu vas pas y arriver et tout. Aujourd'hui, Je il y est tente ou plus. je tente pas. Et là, je me disais ouais non mais là-bas, faut pas aller là-bas, c'est des gens, ils sont horribles et tout. Même dormi dans un commissariat de police, oser sortir un peu de sa zone de confort, oser. Bon, eh bien, bonjour les amis. Écoutez, aujourd'hui, on est en compagnie de l'Escapade. L'Escapade, ce sont des aventures incarnées par Dorian, un passionné du voyage qui a osé partir à la découverte du monde en vélo et en packraft. Donc, sans plus tarder, Dorian, peux-tu te présenter, nous dire d'où tu viens et voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas, Et ben déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est super gentil. avec grand plaisir. Pour ceux qui me connaissent pas, bah du coup moi c'est Dorian. Je suis pas vraiment aventurier. Je pars pas non plus à la découverte du monde, mais j'aime bien juste Quand même. m'amuser à travers le sport, quoi. Et puis le voyage, ça fait une bonne petite aventure pour s'amuser, donc c'est cool. Et je prends la vie un peu comme un jeu et j'essaye de m'amuser en prenant le sport comme Tout à première option, quoi. l'arrache. Tout à l'arrache. J'ai 24 ans et bah, l'hiver là, je suis en saison à la montagne. Et l'été, j'essaye de voyager un petit peu à travers le sport pour découvrir un peu l'Europe et ce qu'il y a autour de chez nous. Et puis voilà quoi. Voilà. On Et donc, s'amuse. là, on se retrouve dans les Aravis, en Haute-Savoie. Maintenant, parlons de ta première expérience à vélo qui t'a amené de la Pologne jusqu'à Tours. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure un peu folle et bon, comment tu t'y es préparé Ouais, alors du coup là, ça fait déjà 3 ans, ça passe vite, que je suis parti de Pologne pour rentrer en France à vélo. À cette époque-là, je venais de finir mes études dans le design graphique et j'étais un peu perdu au niveau des études parce que je me disais qu'avec les intelligences artificielles, il n'y avait pas trop de débouchés dans ce métier, donc je savais pas trop C'est quoi faire. intéressant ça. Et à la base, je suis pas du tout sportif de vélo. Je connaissais pas du tout le vélo, j'en avais jamais fait. Et en fait, j'avais un pote à moi, enfin j'ai toujours un pote à moi qui habite en Pologne que je devais aller voir. Et pour des soucis écologiques, j'avais pas forcément envie de prendre l'avion. Et du coup, j'étais sur Google Maps et je regardais un peu les différentes options en bus ou en train. Et en fait, il y a l'icône vélo à l'époque qui était sur Google Maps. Je crois aujourd'hui, Je il y est tente ou plus. je tente pas. Et là, je me suis dit, bah, ça peut être marrant vu que je suis en année sabbatique. Je sais pas trop quoi faire. Donc, je leur rends visite 2 mois et puis après, j'achète un vélo sur place et je rentre à vélo. Donc, l'idée, elle est venue comme ça. C'était pas du tout préparé. Ça Il s'est vient de vraiment Pologne. fait. Il vient de Pologne ce vélo. Ouais, du coup, j'y suis allé en bus Ah en ouais. Pologne. J'ai mis 2 jours de bus. C'était une belle aventure, ça aussi. Et puis après, après 1 mois et demi passé en Pologne, bah, du coup, on a avec mon pote qui lui faisait du vélo. Heureusement qu'il était là parce qu'il m'a quand même bien conseillé, il m'a bien aidé. Et grâce à lui, bah, j'ai pu avoir un vélo qui était quand même bien adapté parce que j'allais partir avec n'importe quoi. On fait une petite Et dédicace à qui du coup? c'est Maël Loy, si tu nous vois, Putain, le fameux Maël. le fameux Maël. Et du coup, grâce à lui, j'ai pu prendre un vélo qui était parfaitement adapté à ce que je voulais faire. Et puis je suis rentré en plein hiver. Je suis parti en février de Pologne pour rentrer en France. Puis j'ai pas fait une ligne droite, j'ai visité quelques pays d'Europe. Et ouais, c'était bien cool parce que j'avais jamais dormi dehors à l'époque, j'avais jamais fait de bivouac. Je Ouais. connaissais pas du tout le monde de l'outdoor, le monde de entre guillemets l'aventure. Et ça m'a donné envie de faire ça toute ma vie, quoi. J'ai eu un déclic. Est-ce que c'était pas trop dur justement de voyager en hiver? Enfin, il faisait froid et tu vois, il faut être bien équipé. Ouais, non, pas trop, parce que du coup, à l'époque, je me préparais pas mal au froid. Quand j'étais à Tours, j'avais passé un hiver en t-shirt et je me baignais dans le Cher en hiver. Donc, je m'étais bien préparé Normal. au froid. Ah Donc, ouais. le froid, ça m'a pas tant dérangé que ça. Et puis, non, c'était génial. Ça rajoutait un petit peps au voyage, quoi. C'était cool. Et une des particularités des aventures de Dorian, c'est que il ne dormait pas chaque soir dans sa tente, mais il est arrivé de nombreuses fois de dormir chez l'habitant. Ouais, alors après, ça, c'est complètement du hasard, hein. Je cherche pas forcément à dormir chez l'habitant. C'est sans chercher que tu trouves. Ouais, bah après, en hiver, c'était un peu plus facile, je pense. Après, ça dépend dans les Ah ouais. pays dans lesquels on va. Mais en hiver, c'est un peu plus facile parce que les gens, ils ont pas l'habitude de voir bah, des gens faire du vélo sous la neige ou quoi. Et du coup, ils sont plus avenants à nous aider. Et puis après, ça dépend des pays dans lesquels on est. Si on voyage plus à l'ouest, ça va plus être compliqué d'aller chez l'habitant. Et si on voyage à l'est, c'est eux qui vont nous inviter sans rien demander. Donc, Ah ouais. ouais. Ils ont la main sur le cœur. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Moins ils en ont et plus ils sont chaleureux. Ouais, vraiment, c'est ça. Incroyable. Est-ce que tu pourrais nous raconter est-ce que tu as un moment qui t'a particulièrement marqué pendant ce premier voyage? Ton moment favori? Quelle est la leçon que tu as retenue de ce voyage, de ce premier voyage, cette première expérience? De ce premier voyage, la leçon que j'ai retenue, je pense, je dirais que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais
Il y a pas mal de gens qui me disaient non mais tu vas pas y arriver et tout. Moi, ce qui m'a le plus marqué durant ce voyage, de ce dont je me souviens le plus, c'est la Slovaquie. J'ai passé 3 jours en Slovaquie, les 3 fois je me suis fait héberger. C'était des gens incroyables, puis c'était vraiment la toute première fois que je faisais ça. Ah ouais. Et du coup, c'était sur ma première semaine de voyage que j'arrivais en Slovaquie, donc c'était encore un peu tout nouveau pour moi. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et vraiment, cette première semaine, elle m'a conforté à l'idée ok, ouais, c'est génial. C'était dur parce que les premières semaines, je passais les montagnes entre la République tchèque et la Slovaquie. Donc c'était tout enneigé, c'était verglacé, c'était dur, je me suis pris la pluie, ça a vraiment pas été facile. Mais à chaque fois le soir, j'avais un accueil de fou et ouais, franchement, on m'a bien chouchouté. Donc Waouh. ouais, c'est mon moment, je dirais qui m'a le plus marqué de ce voyage, c'était le passage en Slovaquie, 3-4 jours. Est-ce que la barrière de la langue n'était pas trop compliquée? Non, bah c'est pareil, je suis parti avec un anglais un peu approximatif. Tu me rassures. Vraiment, je parlais anglais scolaire, quoi. Et je me suis dit, ouais, ça va peut-être être un peu compliqué, mais en fait, non, on s'habitue très vite à la langue. Et puis, quand on a besoin de parler anglais, on apprend beaucoup plus vite qu'à l'école, hein. Je pense qu'en 2-3 mois de voyage, j'ai beaucoup plus appris qu'en 10 ans d'école Ah d'anglais. ouais. Facile. Ok. Tu pars en hiver, t'as jamais fait de vélo, mais tu veux pas faire d'abord, je sais pas, achète-toi un vélo en France, essaye d'abord de rouler un peu en France et tout. Il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit ça. Et du coup, je me suis un peu remis en question en me disant, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ou quoi? Et en fait, ouais, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut oser. Parce que même si j'avais pas réussi, j'ai failli abandonner quelques fois quand même durant ce voyage. Ça n'a pas Ouais. été toujours facile. Et Mais très même si calme. j'avais abandonné, ça aurait pas été vraiment un échec parce que j'ai osé y aller et j'ai découvert de nouvelles choses. Donc ouais, je dirais qu'il faut oser sortir un peu de sa zone de confort, oser aller dans des endroits un peu inconnus sans être débile, hein, sans inciter les gens à faire n'importe quoi. Il y a un juste milieu, je pense, mais ouais, faut pas toujours écouter les gens. Faut s'écouter soi-même tout en restant prudent. Faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, faut réussir à faire la part des choses. Euh, Je pense que c'était ouais. pas un message si bateau et je pense que justement c'est peut-être inciter des gens qui nous écoutent à Ouais, faut passer le se pas, lancer, quoi. ouais. Faut passer le pas. Il y a parce que du coup, j'en ai fait un documentaire de ça. Et il y a une personne qui m'a laissé un commentaire sur ce documentaire. Ça m'a vraiment trop Vous touché. trouverez le lien en description. Ça m'a trop touché. C'est un gars qui disait que quand il avait regardé mon documentaire, ça l'avait laissé plein de rêves parce qu'il avait 60 ans. Ah oui. Et quand il était jeune, il regardait sur les maps, sur l'Atlas, des trajets qu'il aurait pu faire à vélo. Il en a rêvé toute sa scolarité. Puis il l'a jamais fait parce qu'il est rentré dans la vie active et tout. Et il me félicitait pour ça. Et là, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, faut vraiment pas passer à côté quand on est jeune. On a le temps de faire des choses. Si vous rêvez de quelque chose, faut y aller, quoi. Là, on parle de voyage, mais c'est pas forcément sur du voyage, hein. Ça peut être sur n'importe quel autre sujet Tout type de de la vie, hein. projet. Si c'est lancer une entreprise, enfin, de votre rêve, quoi. Je pense qu'il faut y aller, même si on peut échouer, c'est pas si grave, je pense, d'échouer. Et surtout si on est jeune. Et surtout quand on est jeune, quoi. C'est là Mm. où on peut faire plein de choses. Est-ce que après avoir fini ce petit projet, tu te dis en fait tout est réalisable. Si je suis parti tout Ouais, seul, ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Je me suis dit, en finissant ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, le corps humain, déjà, il est capable de faire des choses extraordinaires. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et ouais, ça m'a donné. J'ai vraiment eu un déclic en faisant ce voyage. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression de savoir pourquoi j'étais ici, pourquoi j'étais vivant. C'était vraiment trop bizarre. C'est la seule fois où ça m'est arrivé ce truc-là. Et vraiment, je savais que ma vie elle allait prendre un tournant quand j'allais rentrer en France et que plus rien n'allait être pareil. Et puis j'avais raison parce que du coup rien n'a été pareil après. Et là aujourd'hui, je me trouve ici à la montagne. C'est grâce à ce voyage-là, quoi. tu n'es pas chanceux, mais je pense que tu as provoqué ta chance. Ouais, après il y a toujours un peu de chance. Oui, c'est ça. C'est que forcément on a plus de chance quand on sort de chez soi que quand on reste assis dans son canapé chez soi. C'est sûr. Donc forcément Regarde, on a un peu après plus nous, on de est sur un chance. canapé là. On n'est pas chez nous, on On est est pas bien chez nous, dehors. mais c'est un canapé. Bah ouais, ça fait rencontrer des gens et du coup ça provoque pas mal de chance, ouais. Donc ouais. Après cette première aventure, tu as poussé l'expérience encore plus loin avec le packcraft. Donc je te laisse avec cette transition développer ton second voyage qui a demandé un peu plus de temps et Mm, mm. qui est très original, je trouve. Ouais, du coup en rentrant quand j'arrivais en France, le voyage n'était pas fini en Pologne là quand je suis arrivé en France, il me restait peut-être 600-700 km avant de rentrer chez moi. Mais du coup, je savais que c'était fini et que ça allait être fini, je savais que j'allais réussir et du coup, j'ai commencé à penser à plein d'autres projets. Et j'avais envie de mélanger plusieurs sports parce qu'en fait, à la base, moi, je voulais montrer aux gens qu'on peut voyager sans prendre l'avion et tout en faisant du sport. C'est les deux valeurs que j'aime, enfin, qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est l'environnement. Là, surtout en étant à la montagne ici, on se rend compte du dérèglement climatique qui est quand même assez inquiétant parce que là, on est à 1300 mètres d'altitude, 1400. Derrière, c'est tout vert.
On est encore pendant les vacances, on est début mars. Bon, c'est pas vraiment normal, quoi. Et Un peu de neige. ouais, y a pas grand chose, donc c'est un peu triste. Je pense dans 20, 30 ans ici, il y aura plus de neige à la Clusaz. Donc c'est dommage. Et puis l'autre chose, c'est faire du sport, quoi. Nos jeunes, moi, j'ai envie de les pousser à faire du sport. Et je pense que le voyage, c'est un bon moyen de faire tout ça. Et donc j'avais envie de pousser le truc un peu plus loin, au-delà du vélo, et de partir sur une autre aventure en multisport. Ma première idée, c'était de descendre le Rhin, donc de partir de chez moi en Normandie, monter jusqu'au Rhin à vélo, descendre le Rhin en canoë et rentrer chez moi à la voile. Mais c'était trop compliqué d'amener le voilier à la source, enfin l'embouchure du Rhin. Et du coup, je me suis dit bon bah tant pis, je vais faire un voyage avec deux sports, voilier, vélo, canoë. C'était le projet. Et donc c'est vraiment révolutionnaire pour voyager, ça. Et du coup voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'étais sur mon vélo en rentrant de Pologne et je réfléchissais à comment faire. Et voilà. Dorian, le précurseur du voyage. Non, il y en a d'autres qui font ça. Il y en a d'autres qui ont fait ça, ouais. Alors sur une aussi grande distance, je suis pas sûr, pas à ma connaissance du moins, mais il y en a pas mal qui font du bike rafting. Ça fait quelques années que c'est en marche, c'est cool. Et donc si on veut un peu tracer ton itinéraire pour cette deuxième aventure, donc tu es parti de la Tour du Pin. Je suis parti de France, donc à vélo, j'ai fait au départ, j'ai fait France, Suisse, Allemagne. Okay. Après l'Allemagne, le Danube, il était en crue centenaire. Il y a eu 4 morts en Allemagne, tout c'est très compliqué. Le projet, il a été remis en question à ce moment-là. Je savais pas si je pouvais partir sur l'eau. C'était interdiction de naviguer et tout, donc j'ai attendu une semaine. Ça m'a amené jusqu'au début de l'Autriche, à Linz. Et à Linz, le Danube était encore en crue, mais moins. L'autorisation, on pouvait naviguer sur le Danube. Et donc je me suis remis à l'eau à ce moment-là. J'ai fait 2000 km à la rame, en passant donc Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie, avec un petit peu d'Ukraine. Donc on a fait ça j'ai fait ça sur 60 jours à peu près. C'est pendant la période de, c'est il y a 3 ans, c'est avant la guerre. Non, c'était là, c'était cet été, donc c'était pendant la guerre. Ah oui, ça c'est. Ouais, il y avait avant que j'arrive au premier port de Roumanie, ça avait été bombardé 3 jours avant que j'arrive. Donc on voyait encore les résidus. C'était assez spécial comme ambiance. Est-ce que malgré ça, les gens restaient quand même accueillants Bah en fait, c'est très compliqué les pays de l'Est parce qu'ils se détestent un peu tous là-bas. Et du coup, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, ils nous disaient ouais non mais là-bas, faut pas aller là-bas. C'est des gens, ils sont horribles et tout. Et dès qu'on est arrivé dans ce pays-là, les gens étaient super accueillants. Et disaient ah ouais, vous avez été dans le pays là-bas, mais ils sont horribles comme vous avez fait et tout. Donc c'est un peu dommage là-bas, ils se détestent un peu tous, mais ils sont tous super gentils. Et ouais, en Roumanie, à la frontière, du coup, nous on pouvait pas vraiment aller en Ukraine. On s'est fait arrêter 2-3 fois. Et j'ai même dormi dans un commissariat de police, dans un poste frontière en Roumanie, à la frontière de l'Ukraine. C'était super gentil, ils nous ont fait prendre une douche, ils nous ont payé à manger, ils nous ont payé une bière. Ouais, après, j'ai dormi dans un commissariat à la frontière de l'Ukraine. C'était vraiment génial. Même pas dans une cellule de dégrisement, quoi, vraiment. Ah non, vraiment, je suis arrivé en fait, et on trouvait pas, parce que j'avais rencontré un autre Français qui descendait le Danube en packraft. Okay. Et du coup, à ce moment-là, à la frontière, on trouvait aucun endroit pour dormir côté Roumanie, parce que c'est une frontière naturelle de forêt, impossible de s'y mettre. Et du coup, sur la carte, j'ai vu un petit renfoncement. En arrivant dans ce renfoncement, il y avait un poste de frontière, du coup. Du coup, on est arrivé, on a dit, excusez-moi, on peut dormir là? Ils ont dit, ah, mais bien sûr, à tout. Qu'est-ce que vous faites là? Puis on a discuté toute la soirée, quoi. C'était super cool. Incroyable. Ils nous ont fait prendre une douche, ils nous ont payé à manger, et ils voulaient nous acheter des bières. Non, c'était génial. Putain. Ouais, bonne expérience. Donc, ça nous amène à la Roumanie, à la mer Noire. Après 60 jours de navigation. Et après, je suis reparti sur mon vélo et j'ai refait 8000 km à vélo avec, j'ai traversé donc la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine du Nord. Après Macédoine du Nord, on a fait Albanie, Monténégro, Croatie, Slovénie, Italie, France, Espagne. Donc tout ça en longeant la côte? Ouais, tout ça en longeant la côte. Non, après j'ai fait un bout en Bosnie-Herzégovine au lieu de longer la côte croate parce que c'était beaucoup plus joli. D'accord. Mais ouais, en suivant les Balkans, c'était vraiment sympa. Et justement, je m'intéresse pour l'Albanie, la partie sud du pays, je crois que c'est plutôt plat, c'est des plages, et la partie nord, c'est plutôt des montagnes. Alors ça fait plus ouest-est, si je prends bien la carte. Ouais. À l'est, c'est montagneux. Moi, je suis arrivé par l'est parce que j'étais en Macédoine du Nord. J'avais rencontré un Polonais en Turquie qui rentrait chez lui en Pologne à vélo. Et du coup, je l'ai suivi. Normal. Ouais, je l'ai suivi on a fait 7 pays ensemble. Et du coup, on s'est fait un petit tour. Ouais, on a fait le tour entier de la Macédoine du Nord. Tu avais croisé en packraft avant? Non, c'était un autre gars. Ouais, j'ai pas mal voyagé. En fait, je suis parti tout seul. Et au final, j'ai passé plus de la moitié de l'aventure à voyager avec des gens que j'ai rencontrés sur la route. C'était génial. J'ai l'impression,
quand tu voyages seul, tu as ce choix de voyager seul ou de voyager avec des gens. Ouais, bah en fait moi j'avais pas vraiment de deadline, j'avais pas vraiment de trucs à faire, donc je me suis vraiment laissé porter par le voyage. Et puis après, bah en fait ça dépend des gens qu'on rencontre. Il y a des gens qu'on rencontre. J'ai rencontré des Suisses avec qui je voyageais un jour. Je savais que je pouvais pas vraiment voyager plus longtemps avec eux parce qu'on n'a pas forcément le même rythme. Mais des fois on rencontre des gens qui ont le même rythme, qui sont tout seuls et du coup ça part quoi. On se pose pas trop de questions et puis on suit. Donc Non, ouais, trop bien. je voyageais plus de la moitié du voyage, je pense, avec des gens. Je voyageais 3 semaines du coup avec le Polonais, Ok. peut-être 3 semaines avec le Français sur le Danube. Puis il y avait un pote à moi qui m'a rejoint sur le Danube pendant un mois aussi, donc ouais, pas mal ouais, c'était cool. Ah ouais. Avec un Espagnol aussi en Bulgarie à un moment donné. Non, c'était sympa. Est-ce que tu avais pensé pour ce voyage à faire un Polar Step? Non, le Français que j'ai rencontré sur le Danube m'en a parlé. Du coup, je l'ai créé au milieu du voyage, mais je l'ai pas alimenté. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui permet de chaque jour faire un petit détail de sa journée avec quelques photos. Et puis il y a un format avec une carte où on peut voir où est la personne et de jour en jour où est-ce qu'elle se déplace. Donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, c'est super sympa. Et souvent, les voyageurs qu'on rencontre, ils ont tous un peu leur step. Du coup, au final, ça fait un truc sympa à regarder. Tu vois Ouais. où sont les gens que t'as rencontrés et tout, c'est cool. Par où ils sont passés, nous on Ouais, est passés au même endroit, la même ville. exactement, ouais, c'est sympa. Trop bien. Pendant ce voyage, quels ont été les moments les plus difficiles? Une crevaison, peut-être. Non, là, j'ai même pas besoin de réfléchir. Les moments les plus difficiles, ça a été la descente du Danube, quasiment tout le long, parce qu'on s'est pris plus d'un mois et demi de canicule, sans eau, sans rien. Donc, il a fait plus de 36 degrés pendant plus d'un mois, sans descendre en dessous des 36 en journée. Et ça a même atteint, alors moi, sur mon Garmin, j'ai eu 56 degrés, mais c'est parce qu'il est noir, donc il capte la chaleur. Je crois que ce jour-là, on avait 47 ou 46. Et c'était infernal, en fait. On Impressionnant. pouvait pas naviguer la journée. Pas te rafraîchir? Donc on partait à 4-5 heures du matin, on arrêtait de pagayer à 9 heures, puis après on attendait toute la journée, on repartait à 18 heures. Mais non. Ah ouais. C'était très compliqué et en même temps on a eu tous les moustiques. Donc vu qu'il y avait eu une crue, c'était marécageux sur les côtés. Quand je dis des milliers de moustiques, mais c'était infernal en fait, on pouvait pas sortir de la tente. Donc dès qu'on arrivait quelque part, on posait la tente, on était obligé de se jeter dedans et on mangeait chacun dans notre tente parce que c'était impossible, ça a été très très dur ça. Ça a duré un mois. Et ça a duré un mois, toute la descente du Danube. D'ailleurs, le pote français le premier gars qui m'a suivi sur le Danube, on devait finir ensemble. Et il a abandonné à 1000 km de l'arrivée parce que bah, c'était trop dur les moustiques et la chaleur. Ouais. Donc ouais, ça c'était le plus compliqué. Puis après, j'ai perdu 2 téléphones aussi sur le Danube. J'ai fait une insolation à ce moment-là, j'étais tout seul au milieu de l'eau. Ça c'était compliqué aussi. C'était Malgré tout ça, pas un meilleur t'as souvenir. persévéré, t'as continué. Ouais, bah ça a pas été facile. Hein. Encore une fois, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais rentrer, ça sert à rien. Au final, je suis pas rentré, puis ça a été une bonne décision parce que ce qui suivait après le Danube, ça a été magique. Et puis autre chose, c'est que le packcraft, c'est pas vraiment fait pour faire ça. À la base, c'est plus des bateaux de haute rivière. Et du coup, c'est des bateaux qui sont collés sur l'eau. Donc faire de la aussi grande distance, plus de 2000 km en packcraft, c'est pas vraiment une idée de génie. Vaut mieux faire ça avec un canoë, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable. Parce qu'avec un packcraft, on a une belle prise au vent. Donc le packcraft, Ouais. je dirais que c'est plus utile, par exemple, si on veut descendre la Loire sur 2 semaines avec un vélo, ça c'est cool. Mais sur 2000 km, à voir. À voir. Je pense que À si je le voir. refaisais, je ferais d'autres rivières plus sympas, plus joueuses. Parce que là, c'est comme si on était sur un lac. Mais non, sinon c'était cool. Est-ce que après ce voyage, tu t'es pas dit en relativisant que c'était peut-être inconscient de faire ça pendant un mois, tu vois Non, c'est pas inconscient parce que encore une fois, moi je me considère pas vraiment comme aventurier parce que pour l'instant, je suis resté que en Europe. En Europe, s'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit, on n'est jamais très loin d'une ville. On a le 112, Ouais. on a des assurances en France des assurances qui peuvent nous rapatrier en France. On n'est pas vraiment, c'est pas vraiment inconscient. Ça reste, c'est de l'eau, donc c'est toujours dangereux de naviguer sur l'eau. Il faut pas prendre ça à la légère, mais ça reste relativement safe quand même. Ouais, en faisant les choses Ouais. bien. Oui, faut juste pas se mettre en danger, quoi. Il faut savoir connaître ses limites. Quand on voit qu'on est en insolation, il faut aller s'hydrater, il faut s'arrêter. Mais ça reste, c'est pas plus dangereux que de traverser une route à pied, quoi. C'est incroyable. Sinon, quel a été ton moment le plus sympa Le plus sympa, celui je pense où je garde le meilleur souvenir. Alors il y en a plusieurs, hein, mais je dirais que c'est le moment où je suis arrivé en Bosnie, parce que ça faisait déjà deux mois, je pense, plus de 2 mois que je voyageais avec des gens que je rencontrais au hasard sur la route. Et du coup, en arrivant en Bosnie, c'était la première fois que je me retrouvais seul. Et en fait, je suis retrouvé seul au bout de 2 mois de voyage, d'avoir descendu tout le Danube, avoir passé toutes ces étapes qui n'ont pas été faciles.
et d'autres qui ont été merveilleuses parce que j'ai rencontré des gens géniaux en Turquie, j'ai été invité partout, c'était magnifique. En fait, vu qu'on est tout le temps avec quelqu'un, on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Et arrivé en Bosnie, c'est là où on s'est séparé avec Philippe, le Polonais, qui lui a pris direction Sarajevo. Moi, j'ai pris direction la Croatie, Zagreb. Donc, on s'est séparés à ce moment-là. Et je me suis retrouvé tout seul dans un pays où il y a quasiment pas d'habitants. On était au milieu des montagnes. Enfin, j'étais au milieu des montagnes. Et là, j'ai retracé tout ce que je venais de vivre. Et c'était un moment magique. Vraiment, c'était magique. Pendant 2 jours, il y avait des étoiles de dingue. Je voyais la galaxie. Incroyable. C'était fou. Vraiment, Ouais. c'était fou. Et je pense que c'est mes 2 jours préférés du voyage. Parce que, en fait, je repensais à tout le voyage tout en ce que t'avais fait. général. Et je me suis retrouvé seul pour presque la première fois du voyage. Et c'était génial, quoi. Franchement, c'était génial. Le temps était beau. Le paysage était magique. Ouais, ouais. Comment ils sont les Bosniens? Les Bosniaques, ils sont, Bosniaques. je crois que c'est Bosniaque, Non, pas non, sûr, mais, t'as raison. et, Bosnie-Herzégovine, Bosniaque. je crois qu'ils sont, ils sont super cool. Ils sont super cool. Il y en a pas mal qui m'ont aidé. Un soir, j'étais en haut d'un canyon, j'allais planter ma tente là, et il y a un premier mec qui s'arrête, qui me dit, tu vas pas dormir là? Je dis, ah si, si. Il me dit, ah non, non, mais il y a des ours et tout. Je dis, ah ok, Ah ouais, bah ouais. je descends. En fait, je me suis dit, non, mais il y a pas d'ours, le mec qui plaisante. Du coup, le gars il descend, moi je reste là, deuxième voiture, pareil, le mec il me redit la même chose. Je me suis redit, non, mais c'est bon, il y a pas d'ours, le mec il descend. Et troisième voiture qui arrive, il faisait nuit, il voit un gars arrêté, c'était un mec qui faisait du vélo. C'est le champ, pour la petite anecdote, c'est le champion de Bosnie de vélo de chrono, je crois. Un truc comme ça. Excellent. Du coup, il s'arrête et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah là, je regarde les étoiles et tout, puis je vais dormir là. Il me dit, ah non, non, tu dors pas là et Tranquille. tout, il y a des ours, c'est super dangereux et tout. Je dis, ah non, de toute façon, là, moi, j'ai plus de lumière, je peux pas descendre le col, super dangereux et tout. Il me dit, ah non, non, mais tu vas descendre, je me mets en plein phare, je te suis et tu descends. Du coup, il m'a pas laissé le choix, donc j'ai descendu. Donc ouais, c'était très cool, ils étaient très cool, ils prenaient soin de moi. Excellent. Mais ouais, j'ai pas mal Tomber face à d'anecdotes un comme ours, ça. quoi. Bah moi j'attendais que ça pour les vues quoi. Je rigole. On m'a amené à un endroit où c'était une zone de bivouac avec des douches chaudes et tout gratuites Ah, trop au bien. bord de l'eau, c'était magnifique. Vraiment ils m'ont amené dans un endroit mais parfait, j'étais beaucoup mieux que là-haut à camper dans le froid. J'avais des trucs pour charger mes batteries et tout, enfin, ils m'ont amené dans Ah le meilleur ouais. endroit quoi. Ouais. Incroyable. Et est-ce que quand tu dors le soir, t'arrives à trouver facilement des spots avec, je sais Ouais. pas, un peu d'eau Ouais, bah de enfin, l'eau, il y en a partout hein, en Europe, c'est pas très compliqué à trouver. Et trouver des spots pour dormir, c'est pareil, c'est pas très compliqué à trouver. Non, ça va, c'est pas. ouais. Ouais. Du coup, tu utilises l'application un peu comme tous les cyclistes de Warm Shower. Alors, j'ai utilisé Warm Shower sur le retour. C'était la première fois que j'utilisais cette appli et je Ok. l'ai utilisé uniquement dans les capitales. Comme ça me permettait de rester, par exemple à Istanbul, je suis resté 4 jours chez une dame. Ça m'a permis de visiter tout Istanbul. En plus, ça m'a aidé à visiter. Et puis à Zagreb, j'ai fait pareil. J'ai fait Ah pareil à ouais. Ljubljana. J'ai fait pareil à Skopje. En fait, dans toutes les capitales, j'ai fait ça. Parce que en dehors des capitales, peut-être que c'est plus facile. Les gens sont peut-être plus accueillants, quoi. Ils sont Ouais, puis plus je, avenants. je, je cherche pas forcément à dormir chez l'habitant. En Ouais. fait, ça vient comme ça vient, et si ça vient pas, bah tant pis. Mais ouais, c'est pas le truc que je recherche. Ça arrive souvent, du coup, moi, ça me satisfait de rencontrer des gens au hasard et de dormir chez eux. Je trouve que c'est un peu plus naturel que Warm Shower, même si Warm Shower, du coup, c'est bien. Ils ont plein d'anecdotes à raconter, Ouais. parce qu'ils ont vu passer des milliers de gens. Je pense que c'est bien de mixer les deux. C'est pour ça que je fais ça comme ça. T'as Après, bien chacun raison. voyage comme il veut, mais ouais, c'est un bon équilibre de Il faire ça faut un comme ça. équilibre à tout. Dorian, est-ce que avant toutes ces aventures, tu faisais du sport? Avant la première aventure en Pologne, j'ai fait 14 ans du tennis, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Travailler un peu le cardio? ouais, un peu le cardio, la coordination, le mental, donc pas mal de choses. Puis aussi l'aspect challenge, quoi. Chez sportif, Ouais, l'aspect sportif parce que c'est je du faisais de la dépassement de soi-même. compétition, ouais, donc c'était cool, mais surtout mental. Ouais, c'est un sport qui est très dur mentalement le tennis. Et après, quand je suis allé à Tours juste avant de partir en Pologne, je me suis mis à fond dans le street workout, la calisthénie. Donc pareil là, mental et puis hygiène de vie. Et Irréprochable. ouais, comment dire, fallait vraiment pas. Attends, mais il y a toute la famille qui passe là. Je me demandais si je les connaissais pas, mais je crois pas. Donc je faisais du street workout pas mal et j'avais le truc de faire du sport 5-6 fois par semaine, voire plus. Donc ouais, j'étais déjà sportif un peu avant. Et puis après ce premier voyage, en fait, du coup j'ai découvert un peu le monde de l'outdoor, le monde de l'aventure. Et là c'est parti un peu plus loin. Je suis parti en STAPS et puis j'ai découvert le trail. Et là je me suis mis à faire de l'ultra trail, donc j'ai fait des plus de 100 km en courant en montagne. Donc j'ai fait pas mal de trucs, ouais. Donc j'aime bien l'ultra endurance maintenant.
Donc, je sais pas. Ouais, Entre des grandes aventures, je fais plein de petites aventures et j'adore ça. Ici, dans les Alpes, j'ai traversé les Bauges en courant, j'ai traversé la Chartreuse en courant. J'ai fait pas mal de choses ici. J'adore ça en fait. Mon ski de rando, vélo ski, comme là, c'était cool. Bah, par exemple, ce matin, on se donne rendez-vous pour l'interview. Et puis voilà, il se fait une petite mini-aventure l'après-midi. Pourquoi pas faire un peu de ski de rando. Mais c'est ça en fait, c'est ça que j'adore avec le sport, c'est que puis à la montagne ici, on peut faire plein de micro-aventures géniales. On peut partir comme ça avec ses skis, son vélo, prendre une petite corde d'escalade, aller faire un peu de rocher. On peut faire plein de choses, c'est génial. Et on n'a pas besoin de partir sur 3, 4, 5 mois pour vivre des aventures. On peut le faire sur juste une journée en traversant un massif. Un week-end. Pareil, j'ai traversé le Cantal en courant, c'était magnifique. J'ai fait pas mal de choses comme ça et puis c'est cool. Puis même là après la saison, j'ai le projet de faire les 14 sommets à plus de 2000 dans les Bauges en courant. Il y a pas mal de trucs à faire quoi. On n'est pas obligé de partir sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je te pensais pas si fou. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer? Moi, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Je suis quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Il faut pas réfléchir. Un truc, je pense que je conseillerais le plus, c'est surtout de ne pas attendre d'avoir le dernier équipement, le bon vélo, le bon machin. Je pense qu'il faut partir avec ce qu'on a. On regarde et au fur et à mesure du temps, on va acquérir des nouveaux équipements, des nouvelles choses. Et t'as pas besoin d'avoir le dernier vélo, le dernier sac de couchage, la dernière tente pour partir. Parce que si on attend ça, on part jamais en fait. Donc ça, je pense, c'est vraiment un truc que les gens, il faut enfin, je sais qu'il y en a quelques-uns qui se bloquent en se disant ouais, mais j'ai pas assez de matériel. Avec un vélo comme ça, on peut largement partir. Regardez, un vélo sans pédale. Mais, Ou limite en Europe, c'est fini. Mais voilà, faut pas attendre d'avoir le dernier matos, puis il faut oser y aller, quoi. C'est ça. Un autre conseil, non, je pense que Faut tracer, faut foncer. faites-vous votre propre aventure, vos propres erreurs. Vous allez apprendre de vos propres erreurs. Et puis ouais, je vois plus la vie comme ça. Faut trop se prendre la tête. Quand tu prépares un voyage, tu as toujours une part de créativité et tu t'inspires aussi de quelque chose qui a déjà été fait. Ah mais toujours, ouais, toujours. Moi, je m'inspire de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Nicolas Mathieu, c'est l'un des mecs qui m'inspire le plus. J'enregistre là, qui est juste à côté là à Chamonix. Moi, j'adore ce mec. Plein de gars de qui je m'inspire et ça me permet de faire de belles aventures aussi. Et qui sont tous au Savoie, quoi. Ouais, non, pas forcément. Après, il y a des gens un peu partout. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas de nom en tête, mais si, il y a Benjamin Védrine aussi, que j'adore dans un autre registre, en alpinisme. Mais ouais, il y a plein de gars, Kylian Jornet, Mathieu Blanchard, il y en a des milliers desquels je m'enregistre et puis, enfin, desquels je m'inspire. Et puis, j'adore aussi regarder des films d'aventure. Moi, c'est un truc, je crois que je suis passionné par ça, de films de gens amateurs ou professionnels qui partent en aventure à la montagne ou n'importe où en voilier ou quoi que ce soit. Moi, ça me régale et ça me donne envie de partir. Ça te botte. Ouais. Et donc, il en regarde, mais il en réalise aussi. Du coup, ça me donne envie d'en faire aussi, ouais, pourquoi pas inspirer d'autres gens après. Et alors, qu'est-ce que tu nous prépares en 2025? 2025, si tout va bien, si les conditions météo le permettent, j'aime normalement partir en Norvège à la voile, donc faire la mer du Nord, revenir par l'Écosse, faire beaucoup de parapente en 2025. Du coup, les 14 sommets à plus de 2000 dans les Bauges. Peut-être une petite traversée de la Manche à la rame, à voir si les conditions météo le permettent. Et puis traverser des Alpes en VTT aussi. On a pas mal de projets là, pour 2025. Comme ça, c'est avec des gens, quoi. Non, pas forcément. Je pars aussi tout seul en fait. Mieux s'il y a des gens. Je trouve que c'est mieux de partager des moments comme ça. Plus rassurant. Non, je suis pas moins rassuré tout seul. Mais c'est plus intéressant de partager des moments. Après, j'attends pas qu'il y ait des gens pour faire des choses. Ça, c'est un truc. S'il y a personne qui peut me suivre, qui est disponible pour me suivre ou qui veut me suivre, je pars tout seul. Après, c'est vrai que partager des aventures, c'est quand même vachement cool. Mais c'est très différent à deux et tout seul, et les deux sont géniaux. Je pense qu'il faut faire, il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut tout essayer. Ouais. Je crois qu'il y a un livre de Mathieu Blanchard qui s'appelle Vivre d'aventure. C'est récent. C'est bien. Je crois que ça résonne bien. Pour en dire au rythme des aventures, c'est pas mal. On revient, on repart. Ouais. Donc ouais, c'était un beau projet en tout cas, cette aventure à la fois à vélo et en packcraft. Bon, avant de clôturer cette interview, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Instagram du coup, l'escapade. Je pense que si vous tapez l'escapade plus loin Dorian, vous devrez me trouver. Vous trouverez forcément le lien en description. Et sinon sur YouTube. Alors je suis pas très actif sur YouTube parce que je mets du temps. Les vidéos que j'essaye de poster, c'est des documentaires, donc c'est assez long. Mais je pense que tous les 1 à 2 ans, vous avez un documentaire sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les suivre. Et puis à la base, le projet L'Escapade, là pour l'instant, je suis tout seul sur ce que je fais. Mais à long terme, la vision, c'est de pouvoir poster plein de films de plein de gens différents
Et en gros, ouais, c'est un peu plus. Ce serait bien surtout sur cette chaîne YouTube qui s'appelle l'Escapade, d'aller plus loin que juste moi et mes aventures, et de pouvoir diffuser d'autres aventures. Notamment là, du coup là, je vais faire une traversée des Alpes à vélo au mois d'octobre. Et ce sera pas moi. Je vais réaliser ce film-là, mais ce sera pas moi dessus. Et du coup voilà, si jamais vous aimez pas ma personnalité, c'est pas grave, il y aura quand même d'autres films à regarder sur l'Escapade. 2 jours plus fun. Voilà, c'est ça. Que Dorian et son pancart. C'est ça. En gros, c'est un peu l'objectif de l'Escapade, c'est d'aller plus loin que la personne derrière et qu'on soit plusieurs, et pourquoi pas un jour faire un festival, ce serait cool. Enfin bref, ne perdez pas plus de temps. Après la vidéo, allez directement aux abonnés. Enregistre, on te veut pour les prochains We Meal Talk. Ouais, vraiment. Je vais proposer, hein. J'aimerais bien rencontrer ce gars. J'aime beaucoup ce gars. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Bah, merci beaucoup de Dorian. m'avoir invité, c'était cool. Franchement, dans ce beau cadre en Dans plus. ce beau cadre, on va pas se plaindre quand même, on est bien ici. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouve Bah bientôt pour une Ouais. aventure, on sait pas. carrément. Je sais pas. On verra ce que nous présage le futur. Et Exactement. puis voilà. Et bon, écoutez les amis, on se retrouve très vite pour un futur We Meal Talk qui descente di monte. Eh oui. Et donc la descente, je n'aime pas plus quoi.